D'abord prévu le 23 décembre, les obsèques ont été annulées au dernier moment puis repoussées de plus d'1 mois après des batailles entre sa famille, les chefs traditionnels et des responsables politiques. Parvenu au pouvoir en 1981 après 2 coups d'État successifs, Jerry Rawlings s'y est maintenu pendant 19 ans, dont 11 ans de dictature militaire et 2 mandats présidentiels. Il reste aujourd'hui une figure tutélaire dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, mais aussi un symbole du panafricanisme sur le continent. À quelques jours de la cérémonie funéraire qui se tiendra à Place de l'Indépendance, symbole de la victoire sur l'Angleterre coloniale, le site et l'avenue adjacente grouillaient déjà de militaires. L'organisation des funérailles est en effet devenue un trophée politique très convoité, d'autant plus que Jerry Rawlings est mort en pleine campagne présidentielle, à quelques semaines à peine du scrutin. Son statut lui donne le droit des funérailles nationales, mais le Congrès démocratique national, l'UNDC, son parti, actuellement dans l'opposition, réclamait être associé à leur organisation. Un cadre du parti a même menacé d'aller déterrer son cadavre pour le parti qu'il a fondé puisse l'inhumer une nouvelle fois. Pourtant, dès 2009, la rupture était bel et bien consommée entre Jerry Rawlings et le NDC. Il avait même aidé Nana Akufo-Addo, l'actuel président, à remporter sa première élection en 2016 face à John Mahama, le candidat du NDC. Les 4 soldats ivoiriens ont été tués dans l'explosion d'une mine artisanale le 13 janvier entre Douentza et Tombouctou, dans le nord du Mali, où ils étaient en patrouille. Ils étaient intégrés à la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, au sein de laquelle 816 Ivoiriens sont déployés, selon les chiffres onusiens. Il n'y a pas meilleure mort que celle qui est la vôtre, mourir au combat, mourir au champ d'honneur, mourir arme à la main, a lancé le général Lassina Doumbia, chef d'état-major des armées lors de la cérémonie à Abidjan. Vous êtes nos premiers morts en combat, en opération extérieure, a-t-il souligné. Les 4 soldats ont été faits chevaliers de l'ordre national. Vendredi, le Premier ministre avait remis une enveloppe de 15 millions de francs CFA, environ 23 000 euros, à chacune des 4 familles de victimes. Peu de pays de la sous-région remettent aux familles de soldats tués au combat une enveloppe financière. La mission de l'ONU au Mali, présente dans le pays depuis 2013, est forte de 15 000 hommes et femmes, dont environ 12 000 militaires, très majoritairement africains. Mamadi Condé, un jeune opposant et blogueur vivant alternativement en Guinée au Canada, a été arrêté le 26 novembre 2020 et est depuis écroué à la prison civile de Conakry. Il est poursuivi pour menaces, injures, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, xénophobie, incitation à la révolte, après avoir publié des textes contre un 3e mandat d'Alpha Condé et des vidéos critiques contre le pouvoir. Le procureur a requis 10 ans de prison et réclamé également une amende de 300 millions de francs guinéens, environ 27 000 euros. Mamadi Condé soutient ne pas reconnaître les faits qui lui sont reprochés. J'ai beaucoup de vidéos dans l'intention de conscientiser le peuple. J'ai fait ces vidéos juste pour donner mon opinion, a-t-il dit lundi à la barre du tribunal. Je demande pardon au président Alpha Condé s'il estime qu'il a été vexé par mes écrits ou autres productions. Le jugement a été mis en délibéré au 8 février. Le procès s'était ouvert le 18 janvier. Les semaines avant et après l'élection ont vu l'arrestation de centaines d'opposants, selon Amnesty International et Human Rights Watch. La Guinée a été le théâtre pendant des mois d'une mobilisation contre un 3e mandat consécutif du président Condé. La contestation, plusieurs fois brutalement réprimée, a fait des dizaines de morts depuis octobre 2019. Alpha Condé, 82 ans, a néanmoins été proclamé vainqueur dès le premier tour de la présidentielle du 18 octobre 2020 par la Cour constitutionnelle. Les forces gouvernementales sont repassées à l'offensive, a informé le porte-parole du gouvernement, Ange-Maxime Kazagui. La ville de Boda, située à 124 km de Bangui, a également été reprise par les autorités et les forces négatives se sont enfuies dans diverses directions. Au moment où nous parlons, les FACA et la gendarmerie sont dans la ville et les Russes sont avec nos FACA, a annoncé Ange-Maxime Kazagui. Le 17 décembre, les 6 groupes armés les plus puissants qui occupaient les 2 tiers de la Centrafrique en guerre civile depuis 8 ans se sont alliés au sein de la coalition des Patriotes pour le changement CPC qui ont annoncé le 19, 8 jours avant les élections présidentielles et législatives, une offensive dans le but d'empêcher la réélection du président Touadéra. Mais ils se sont heurtés à quelques 12 000 casques bleus de la force de maintien de la paix de la mission de l'ONU en Centrafrique, présents depuis 2014, mais aussi des centaines de militaires rwandais et paramilitaires russes dépêchés fin décembre
par leur pays à la rescousse de Touadéra et d'une armée démunie. Depuis le début de leur offensive en décembre, les rebelles de la CPC cherchent selon l'ONU à asphyxier la capitale en coupant les 3 principales routes qui y mènent. Le 21 janvier, le gouvernement a décrété l'état d'urgence pour une durée de 15 jours sur l'ensemble du territoire pour permettre aux autorités de procéder à des interpellations sans forcément passer par le procureur de la République. Au Mali, il s'agissait de chasser l'ennemi hors de ses zones de refuge dans le secteur d'Ouentsa, Ombori, Boulkessi, une région de forêts clairsemées et de brousses surplombées de massifs rocheux où sont implantés des éléments du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Jessim ou Djenim en arabe, une alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda. L'armée malienne a, dans un communiqué, précisé que des matériels de guerre ont également été saisis durant l'opération menée du 2 au 20 janvier. Paris avait affirmé la semaine dernière qu'une vingtaine de djihadistes avaient été tués mi-janvier par les militaires français et leurs partenaires locaux dans le nord du Burkina Faso, dans la zone dite des 3 frontières, Burkina, Mali, Niger. Avec Eclipse, les soldats sont vraiment au cœur de la fourmilière, a souligné mardi une source diplomatique occidentale dans la capitale malienne. Paris combat les djihadistes au Sahel avec 5100 hommes déployés depuis 2013 aux côtés des armées du G5 Sahel, Mauritanie, Mali, Tchad, Burkina Faso et Niger. Le chef d'état-major de l'armée malienne a ordonné mi-janvier une enquête sur les circonstances de la mort de 3 djihadistes faits prisonniers pendant leur transfèrement vers un camp militaire. Et plusieurs ONG réclament une enquête indépendante sur une frappe aérienne française près du village de Bounti. Paris espère vraisemblablement que la polémique se sera estompée à l'approche du sommet de N'Djamena les 15 et 16 février où le bilan de l'opération sera sans doute mis en avant, a déclaré une source onusienne. Le chef de l'État a accepté la démission immédiate des chefs de l'armée de l'air, de terre, de la marine et du chef d'état-major et a aussitôt nommé leurs remplaçants. Le nouveau chef d'état-major est le général Léo Irabor. Les nouveaux chefs sont le général Ibrahim Ataïrou pour l'armée de terre, l'amiral Awal Zubairou Gambo pour la marine, le général Isiaka Oladayo Amao pour l'armée de l'air. Cette décision survient après des mois de pression en sous-main de la présidence sur l'armée. Dans un communiqué, Muhammadu Buhari a d'ailleurs salué leur formidable victoire dans leurs efforts pour apporter la paix au Nigeria, après avoir toutefois essuyé de nombreuses critiques face à la situation sécuritaire du pays. La nouvelle est saluée par les résidents d'un camp de déplacés internes dans la ville de Maïdougouri, au nord-est du Nigeria. Nous voulons qu'après l'insurrection, que les personnes déplacées puissent retrouver une vie normale. C'est ce que nous voulons. Nous voulons aller cultiver dans nos différentes localités. Nous sommes fatigués de rester dans les camps de déplacés. Les personnes licenciées n'ont pas amélioré ce que nous, les personnes déplacées, voulons. Ce que nous voulons, ce n'est pas repousser Boko Haram, mais les tuer, pas les repousser. Les finir immédiatement, ne pas les repousser à nouveau. Nous répétons ce que nous faisons tout le temps. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas après eux. Nous voulons quelqu'un qui les dévalorise, les termine, les élimine. Le Nigeria, avec quelques 200 millions d'habitants, est confronté à de graves troubles, notamment dans le nord-est du pays, région toujours en proie au conflit contre les groupes djihadistes Boko Haram et État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, qui ont fait au moins 36 000 morts et 2 millions de déplacés. En décembre dernier, après une longue série d'attaques meurtrières et d'enlèvements, le gouverneur de l'État du Borno avait accusé l'armée d'avoir échoué dans sa mission et de ne pas protéger la population civile. Au moins 53 personnes sont mortes brûlées ce mercredi dans la collision d'un bus de voyageurs et d'une camionnette transportant du fouel dans l'ouest du Cameroun. La violence du choc a mis le feu au véhicule, selon le gouverneur de la région. Les morts ne sont pas identifiés, ils sont tous calcinés, a-t-il affirmé lors d'un point de presse, évoquant également 29 blessés très graves avec des brûlures dans cet accident qui s'est produit à Tchan. Le gouverneur a ajouté que cela pouvait être dû au brouillard et que la camionnette avait un défaut de freinage selon les premiers constats.
Le bus de 70 places a percuté la camionnette qui allait en sens inverse autour de 3h30 du matin à la falaise de Tchan, une zone réputée dangereuse pour les conducteurs en raison de ses nombreux reliefs et ravins. Fin décembre, au moins 37 personnes, dont 10 femmes et 4 enfants, avaient été tués dans un autre accident de bus au Cameroun. Par 367 voix contre 7, l'Assemblée a adopté la motion de censure visant le Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilukamba, et son gouvernement. Selon la Constitution, il doit démissionner dans les 24 heures. Par ce vote, le chef de l'État consolide la nouvelle majorité parlementaire d'Union sacrée de la nation qu'il souhaite mettre en place pour soutenir sa politique de réforme appuyée par les États-Unis et l'Union européenne. Absent de l'Assemblée nationale, le Premier ministre sortant a dénoncé une manœuvre politicienne sans fondement factuel au mépris des exigences de l'État de droit. Dans une réponse écrite à la motion de censure envoyée au président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, il affirme que ce bureau provisoire n'est compétent que pour la gestion des affaires courantes et non pour l'examen d'une motion de censure. L'Assemblée nationale est obligée de s'assumer en mettant en cause la responsabilité de ce gouvernement défaillant et incompétent par le vote massif de cette motion de censure afin de le remplacer par un gouvernement compétent. Il y a la déchéance de l'architecture FCC Cash. Après la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale, après aujourd'hui la déchéance du gouvernement, donc je crois que nous avons une nouvelle lecture à faire pour la construction de l'architecture institutionnelle de notre pays. Le Premier ministre ne démissionnera pas, croit savoir le député François Nzekouye, porte-parole du parti de Kabila, joint par l'agence France-Presse. En attendant, le vote de l'Assemblée nationale représente une nouvelle victoire pour le président Tshisekedi sur le chemin de l'union sacrée de la nation qu'il trace depuis le 6 décembre. Ce jour-là, le chef de l'État avait constaté unilatéralement l'échec et la fin de la coalition au pouvoir qu'il formait depuis son investiture en janvier 2019 avec son prédécesseur. Cette coalition était l'élément clé de la transition pacifique du pouvoir entre les deux hommes, la première dans l'histoire du pays.